C'est intéressant d'en montrer un urbain pour changer, avec le tableau de Camille Pissarro. Ce boulevard de Montmartre, donc effet de nuit, on est en 1897. Ces boulevards qui sont faits, en fait, toute la perspective, elle vient par les lignes, les deux lignes centrales, mais aussi par les touches de lumière, donc des réverbères qu'il y a dans la ville, de toute cette lumière et cette énergie qu'on peut retrouver justement dans les villes, mais encore une fois par touche. Ça et là qui vont créer un effet en fait de mouvement à travers ce petit trait, mais cette lumière aussi qui circule à travers le paysage urbain. Donc on a vraiment une réflexion sur les lignes, la touche, mais toujours avec ce geste très, très spécifique de l'impressionnisme. Et qui plus est en paysage de nuit. Donc on imagine que le paysage il est moins facile à percevoir, donc l'artiste va vraiment se focaliser sur les points de lumière qu'il appelle pour créer une atmosphère de mouvement citadin finalement. Alfred Sisley, avec ce paysage de bord de rivière, la peinture elle vient comme ça accompagner presque une promenade où on a tous les détails des peupliers qui ornent les bords de rivière. Le paysage devient un espace finalement qui parle aussi d'une circulation démocratique des chemins de fer, du canal qui vient traverser les villes pour apporter des choses un peu à droite à gauche. Du tourisme naissant aussi, puisque c'est une période où l'oisiveté se fait de plus en plus présente le dimanche, etc., les balades au bord de la rivière. Et finalement, c'est la mobilité d'une certaine catégorie, plutôt la bourgeoisie, mais qui vient contempler la beauté des paysages qui les entourent. Donc en quelque part, les impressionnistes, ils dépeignent aussi les nouveaux modes de vie des populations de l'époque, qui prennent plus de temps pour observer, pour contempler, pour se balader finalement. Donc du romantisme à l'impressionnisme, le paysage met en scène un sujet voyageur, qui déambule, qui divague, et qui fait appel aussi à ses émotions. L'idée, c'est que par rapport à la période romantique où, par exemple, si je dessine quelque chose, je vais le dessiner le plus fidèlement possible avec tous les outils techniques qui ont été découverts. À la période romantique, impressionniste, en fait, on se rend compte que c'est pas si drôle que ça de dessiner une chaise si jamais on voit une chaise. Ce qui est plus intéressant, c'est de dessiner la manière dont on ressent. Bon, pour une chaise, ça marche pas tellement bien, mais qu'on ressent les émotions face à l'objet, face au paysage, entre autres. Et c'est ça qui va primer par rapport à la Renaissance sur le trait, en fait. Donc à partir du 21e siècle, la question elle change dans son rapport au paysage. Donc on fait quand même un bond assez grand. Entre-temps, il y a toute l'installation de la société capitaliste, de tout ce qui en découle. Donc aujourd'hui, au 21e siècle, on peut se demander qui a le droit d'explorer, à quel prix d'ailleurs, et que reste-t-il des territoires traversés ou à traverser. On va le voir de ce pas. Alors là, je fais un petit clin d'œil à une conférence que j'avais donnée l'année dernière sur la question justement. Alors c'était sur l'art et l'écologie et du coup c'était en lien avec le paysage. Alors je me souviens plus l'intitulé de la conférence, mais j'avais évoqué le travail de Edouard Burtynsky qui m'avait pas mal percuté. Donc pour le coup là, on a un paysage d'un point de vue assez éloigné. C'est une photographie que je trouvais extrêmement belle initialement, avec cette eau qui vient contraster avec toute la partie terrestre. Et en fait, en me rendant compte donc du titre de l'œuvre qui s'appelle Phosphore Tailing Pond, je me suis rendu compte que c'était une exploitation de phosphore et que en fait, j'avais sous les yeux un paysage qui était complètement meurtri. C'est une photo de mine, de carrière, d'exploitation pétrolière. C'est un paysage qui est sublime et sublimé, mais complètement ravagé. Et là, pour le coup, on a affaire à un visuel de cicatrices de la Terre, et notamment par le biais de tout ce travail industriel et capitaliste qui en a découlé depuis le 19e siècle.
J'avais également évoqué le travail de Andreas Gursky, qui est un petit peu dans la même veine que Butynski. C'est un pionnier de la photographie numérique, donc qui va vraiment utiliser l'outil avec toutes ses qualités. Avec la photographie numérique, on va pouvoir photoshopper. C'est là un petit peu les débuts vraiment du travail de la retouche de l'image. Et bon, pour le coup, celle-ci, elle n'est pas retouchée, mais par la suite, il va amplifier la dévastation de ces paysages naturels. Donc là, on a un paysage de montagne, somme toute assez classique et très sympathique. Et en fait, devant, on voit une ligne, on perçoit une ligne de petits traits, petits points noirs, et qui font légèrement écho d'ailleurs à toute la végétation qui se trouve sur la montagne. Il y a une belle esthétique, mais finalement, quand on zoome sur la photographie, on se rend compte que c'est des touristes. C'est une flopée de touristes qui marchent, qui randonnent en fait ensemble. Donc, il a la subtilité, ce photographe, de toujours faire appel comme ça à un paysage naturel, mais qui est finalement quand même ben, avec une présence humaine. Il y a toujours une présence humaine qui se fait voir. Donc, trace de l'être humain, des phénomènes naturels et la nature artificielle en quelque part qui va venir par le fait d'attirer du monde en subir les conséquences. Cet artiste en quelque part, à travers tout son travail photographique, il crée un inventaire de notre société un peu obscur, de la trace humaine, de la consommation et du tourisme de masse à travers les espaces naturels, hein. Pour cette fois-ci, j'ai trouvé un artiste qui m'a beaucoup intéressé, Mitch Epstein. Donc c'est pas un nom qui est à la mode en ce moment, mais bon, c'est pas de sa faute. Il a fait une série de photographies qui s'appelle American Power, qui est assez intéressante. Donc il y a une image que vous pouvez voir ici. En fait, sa photographie, elle est quand même dans une colorimétrie extrêmement vive. Donc on a cette dimension, si on la regarde rapidement, on ressort quand même toute la dimension plutôt verdoyante, naturelle de l'image. Et on aperçoit à gauche une petite maison, un petit jardinet, quelque chose de plutôt cosy et rassurant et agréable. Et puis finalement, dans une atmosphère assez brumeuse en fond, on perçoit ces centrales nucléaires qui prennent en quelque part aussi leur part d'esthétique. Elles apportent quelque chose de linéaire. Elles viennent casser un peu la dynamique plutôt plus aléatoire des lignes végétales. Et en quelque part, il y a un travail d'esthétique très maîtrisé dans la composition de l'image, hein, au niveau du plan, de la tension entre la couleur très vive à l'avant et puis ce côté très brumeux en fond qui rappelle un peu la touche romantique, Turner, etc. Donc il y a une espèce de tension entre une beauté formelle, hein, et puis l'immensité aussi de ce bâtiment qui est la centrale, hein. Il y a quelque chose d'un peu écrasant en quelque part. Donc il y a une tension entre la beauté formelle et une critique du capitalisme énergétique, entre autres ici, puisqu'il s'agit d'une centrale nucléaire. Donc je trouve son travail quand même assez intéressant sur le côté ambivalent et sur les deux plans, hein, où dans un deuxième temps, on a une seconde lecture sur le paysage qui nous semble, dans un premier temps, plutôt naturel. Donc là, dans un autre style, c'est toujours le travail de Mitch Epstein, où on a un paysage comme dévasté, mais en même temps, il y a aussi quelque part une espèce d'harmonie en quelque part, hein. C'est difficile à dire, mais cet arbre est recouvert en fait d'éléments qui ont sûrement volé et atterri dans ses branches. Et ça crée comme ça une espèce d'esthétique à la fois dramatique, mais aussi très poétique, dans la chaleur de la lumière qu'on peut percevoir. On se croirait dans un moment de coucher de soleil, dans l'espèce d'éphémérité où le soleil donne ses quelques dernières lueurs qui sont assez chaudes, et en même temps qui illumine un désastre
écologiques, hein. On voit un matelas, on voit des tissus, du plastique qui viennent comme ça créer des guirlandes artificielles dans ce paysage naturel. Et en même temps, ça parle aussi d'une intimité, de quotidien de personnes qui vivent avec ce paysage-là en permanence. Donc ça parle de l'intime et du politique à travers le désastre écologique. Donc l'artiste là parle de quelque chose qui est relativement frontal, hein, c'est la question de l'énergie. Donc on a un barrage, pareil avec cette espèce de teinte lumineuse qu'il y a tout en haut à droite, hein, où on a l'impression aussi d'assister à un moment un peu éphémère de coucher de soleil qui renvoie à tout cet esprit romantique. Et en même temps, on est sur de l'énergie comme moteur du voyage moderne, hein. Paysage comme infrastructure aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le paysage il est tel quel et en même temps il offre en quelque part sa beauté, même si il est sa beauté, on va faire de jeu de mots. Et la question de la dépendance économique et écologique, hein, le paysage se dégrade et comment est-ce qu'on peut faire pour en préserver encore le peu qui reste. Il crée en quelque part un pont entre romantisme industriel, hein, et conscience écologique. Il y a une forme de sentiment, en tout cas c'est le cas pour ma part, double. À la fois c'est un paysage qui est grandiloquent, qui est extrêmement beau et qui porte plutôt à la contemplation, mais à la fois il témoigne d'une forme de réalité qui est celle de la dépendance de toutes ces infrastructures qui sont mises en place pour qu'on puisse continuer de consommer tel qu'on le fait aujourd'hui. Donc c'est un petit peu la double sensation. Maintenant, je voudrais parler de Richard Misrach, qui est un photographe également, un petit peu dans la même veine que le précédent, avec sa série Désert Cantos, donc qui a débuté à peu près en 1979. Ici, on a affaire à des paysages qui sont plutôt désertiques, qui semblent assez préservés de la main humaine de loin, mais en fait, il y a toujours un petit détail, une subtilité qui nous fait rappeler que non. Donc là, par exemple, on a les deux lignes qui partent en perspective vers le fond, qui montrent le passage d'un véhicule. Donc le désert américain est relativement marqué par des activités militaires. Il est en permanence exploité par des déchets toxiques, des essais nucléaires. Et c'est une réalité de ce paysage-là. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'infrastructure, mais il y a du passage et des expérimentations qui sont faites sur ce territoire. Et en quelque part, les traces qui en sont données sur ces photographies sont le témoignage de tout ce travail-là et des cicatrices qui en restent en quelque part. Donc c'est un paysage vaste qui a quelque chose du sublime, mais en quelque part, il est aussi contaminé et blessé par toujours ces mêmes traces humaines. Donc je trouve que pour le coup, ça apporte une touche de mélancolie, où on a un paysage qui semble plutôt dans la quiétude, dans la douceur, avec une harmonie des couleurs, et en quelque part, il y a toujours quelque chose qui nous ramène au fait que ce paysage est pas du tout libre et laissé tel quel. Donc là, c'est une autre série photographique qu'il a réalisée avec une architecte qui s'appelle Kate Orff. Donc cette série, elle s'appelle Petrochemical America. Et c'est un petit peu dans cette même veine qui questionne en fait l'industrialisation. Et là, entre autres, c'est du territoire du Mississippi. Donc qui présente des paysages de la Louisiane le long du Mississippi, où des communautés du sud côtoient l'épicentre donc des communautés plutôt locales, ancestrales, vont côtoyer l'industrie pétrochimique américaine et qui va donner lieu à des rivières, par exemple, souillées, ou à des paysages un peu post-apocalyptiques où, par exemple, on voit cette habitation
qui est complètement enveloppé par un espèce de brouillard presque inquiétant, et où on a ce mélange entre bitume et à la fois cette pelouse, mais qui n'a rien de naturel non plus, en fait. Si on regarde l'image dans son entièreté, il n'y a absolument rien qui fait office d'espace sauvage, libre, et qui est complètement aussi façonné par l'homme. Encore un autre paysage de cette série qui semble presque être un tableau d'art contemporain avec ses lignes. Cet animal, je ne sais pas si qu'on perçoit quand même. Donc il y a une vache de part et d'autre, et il y en a une au centre, tout à l'horizon, qui semble presque enveloppée par les nuages et qui ramène un petit peu aussi cette touche romantique du paysage. Donc on est dans ces mêmes types de paysages, mais avec une réalité qui est autre, qui est celle de la dévastation de toute la dimension naturelle, hein. On a des aplats de champs, un petit lit de rivière ou de canal, on ne sait pas trop, et une autre couche d'herbe, pareil, bien contrôlée finalement. Donc on est presque sur quelque chose qui semble en 2 dimensions. Là, l'exaltation, elle est beaucoup moins vive. Et celle-ci qui, pour le coup, est vraiment très en lien avec les peintures de Turner, hein, où on a tout ce paysage embrumé qui vient comme engloutir cette espèce d'habitation qui est surélevée, sûrement due à des crues. Et tout le paysage parle en fait de la situation contemporaine. Mélancolie par l'espèce de fumato, hein, qui est cette espèce de touche picturale qui vient complètement apporter de la mélancolie et de la poésie à une côte qui est recouverte de détritus humains. Donc c'est un héritage du sublime romantique, l'immensité, le silence, on peut imaginer une forme de silence, et puis en même temps l'inertie. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir après ? On le sait pas trop. Avec vraiment ces codes du romantisme. Donc ce paysage, en quelque part, il devient presque une archive politique et une mémoire aussi d'une réalité. Mais ce sublime on comprend que ce sublime est désormais en quelque part toxique. Et donc là, on voit par exemple 2 hommes dans une espèce d'atmosphère un peu enfumée. Il semble y avoir un feu. Et on est toujours dans la petitesse de l'homme en quelque part, mais en même temps la grandeur du résultat paysager qui en est, hein, complètement enfumé, avec une paille qui semble prendre feu extrêmement rapidement, et en même temps beaucoup de poésie à travers l'image, hein, par cette espèce de teinte, de camailleux, d'ocre, d'orange, de jaune. Et on pourrait croire que c'est des peintures, ces photographies. Et pour autant, on est dans de la photographie vraiment contemporaine qui démontre d'un désastre sur le territoire américain. Alors là, on retourne avec un autre travail dans une autre démarche, celle de Agnès Denès, que vous connaissez peut-être, parce que ça a été largement médiatisé. Donc on est en 1982, et l'artiste, presque sous forme de pari, propose en fait de cultiver un champ de blé en plein Manhattan. Et en fait, donc on est au pied des buildings, et durant tout un tas des mois qui vont couler, elle va planter son blé, elle va le laisser pousser lentement, et puis en fait parler de cette immensité et de la manière dont aussi on peut créer de l'agricole en espace urbain. En fait, il y a quelque chose qui est plus symbolique. On est vraiment au pied des immeubles, et l'idée, c'est de parler de la question de l'espace aussi. Comment le paysage peut être différent à travers de l'espace visuel plus bas déjà, et puis en même temps, comment tous ces immeubles prennent de l'espace, tout simplement. Prennent de l'espace sur la question qui est essentielle, entre autres, c'est celle de la nourriture, de l'agriculture,
et comment est-ce qu'on peut travailler entre nourrir ces populations et en même temps créer de l'habitat, du progrès et du développement. Donc c'était une performance qui a fait son effet et que je trouve relativement intéressante en termes de symbolique, de repenser les espaces différemment et puis d'apporter en fait du végétal en espace urbain, ce qui est quasiment presque plus le cas. Tous les espaces sont relativement segmentés, ils sont quand même peu accessibles et du coup on n'a pas un rapport direct à ces paysages naturels non plus. Olafur Eliasson, lui aussi, il a fait parler de lui, mais ça sera bien plus tard, c'est en 2015. C'est une œuvre qui peut s'avérer un peu controversée. En fait, c'est un artiste qui a des convictions relativement écologiques et pour ce faire, il a été chercher des blocs de glace en Antarctique, de glaciers en fait, qui normalement on voit pas tellement de traces humaines pour le coup. Et il a fait installer ces blocs de glace qu'il a fait déplacer en hélicoptère devant l'enseigne d'un musée d'art contemporain, donc en Europe, je ne sais plus quel pays scandinave. Il a fait déposer devant, voilà, en plein centre-ville, des blocs de glace on peut le voir ici. Et en fait, il questionne tout simplement la fragilité et la question des fonds des glaces. Amener le paysage fragile au cœur des villes, peut-être dans une volonté de créer de l'électrochoc. Ok, on va conscientiser tout le monde en apportant ce qui se passe réellement très loin de chez eux. Donc l'exploration, elle vient vraiment de la sensibilisation, mais en même temps, ce qu'on peut comprendre, il y a eu une espèce de discussion, contre-débat autour de sa démarche, puisque le déplacement, il l'a fait en hélicoptère. Donc effectivement, ça a été vivement critiqué. Il s'en défend comme le fait qu'il a aussi créé du bruit autour de lui et autour de sa démarche, et que en fait, ce qui l'importe le plus là-dedans, c'est de créer du bruit. Et puis on peut penser aussi au fait de déloger des morceaux de glace en Antarctique pour les amener ailleurs. Pareil, pour des questions écologiques, on n'est pas au maximum. Bon, voilà. Après, il y a beaucoup d'artistes qui vont être un peu dans cette double tendance, notamment plus dans les années 70 avec le land art, qui veulent amener le regard sur le végétal, le naturel, le paysage naturel pour des défenses écologiques, mais qui vont, dans leur démarche, des fois, créer des désastres écologiques. Et je pense à la spirale Jetty, là, j'ai oublié le nom de l'artiste. Je ne vais pas dire de Smithson, je ne suis pas sûre de ce que j'avance, mais où on a vraiment une spirale de gravier dans l'antre d'un bras, de mer, et en fait on remue les sédiments, on crée de la trace humaine dans le naturel. Donc en quelque part ça a aussi son lot de désastres écologiques. Et c'est intéressant de le réfléchir aujourd'hui parce que même à notre petite échelle, dans notre quotidien, et c'est à travers ces gestes-là qu'on fait du bien aussi à la planète. Par exemple, je pense à ces petits monticules de pierre qu'on peut voir des fois en bord de rivière, l'été dans nos régions. Bon, c'est bien mignon, c'est bien joli, mais c'est la même chose. En fait, c'est du déplacement de sédiments, c'est du déplacement naturel, et en quelque part, ça perturbe l'écosystème naturel également. Donc, toutes ces œuvres, elles peuvent aussi amener à réfléchir à sa propre échelle, à ses propres biais et à ses propres contradictions, à travers des tout petits gestes quotidiens, mais si on les répète, ça peut générer aussi des problématiques écologiques. Pour terminer sur un dernier chapitre, je voulais un petit peu ouvrir sur des artistes contemporains qui ne travaillent pas que la photographique, mais autour de la question du territoire, de la mémoire et de celle de la réparation aussi. Et en commençant, je voulais vous parler de Otobong Nkanga, qui est une artiste qui travaille sur le tissage avec de la végétation et aussi avec des minerais. Donc ça donne par exemple cette grande tapisserie qui a du relief, qui mériterait d'être vue en vrai, même si c'est pas mon cas, qui se nomme J'ai rêvé de toi en couleur,
qui est assez récente comme pièce. En fait, c'est une artiste qui réfléchit beaucoup de notre lien avec la terre et des conséquences de l'exploitation des ressources naturelles. Et elle va créer des paysages édulcorés à travers la broderie et l'installation de petits végétaux, de petits minerais, pour montrer en quelque part l'activité humaine, l'extraction, le travail industriel fait sur ce paysage qui va changer de couleur, qui va prendre des couleurs fluorescentes, édulcorées, et qui transforme le paysage naturel en paysage épuisé, fatigué. Donc, en quelque part, à travers ces tissages, elle crée de la mémoire, puisqu'on sait aussi que le travail de broderie, c'est un travail qui est lent, fastidieux. Elle crée de la mémoire à travers son travail artistique des territoires et des ressources exploitées. Le paysage, il vient ici comme archive en quelque part d'une exploitation coloniale occidentale. Il se présente à nous comme ça. Il y a une autre pièce qu'elle a... Je vais enlever ça. Qu'elle a présentée dans le cadre d'une monumenta. Qui se présente comme ceci, une espèce de paysage qui est fait pour le coup par la négative, par le fait d'enlever de la matière, et ces espèces de tours qui sont finalement des tours de savon qu'elle a créées elle-même avec des huiles et matières qui viennent de pays africains, Moyen-Orient et autour de la Méditerranée. Donc là, on est vraiment sur de la métaphore de l'exploitation de pays non occidentaux. Le savon, les savons sont exposés comme des sculptures vendues ici, donc on pouvait acheter ces savons. Et cet argent qui va financer une fondation pour créer des espaces d'art et des fermes agricoles, des projets plutôt décroissants, on va dire. Elle montre en quelque part les flux de matière à travers toutes ces espèces de petites tours. Et elle crée une espèce d'économie circulaire à sa manière, en prenant des matières qui viennent en dehors de l'Occident. Elle crée une espèce de petit circuit court où elle va vendre ces petits savons-là dans différentes régions du monde. Ensuite, Ursula Biermann, qui a créé notamment pas mal de travail vidéo et photo. La vidéo, ça mérite toujours de se regarder, de les regarder évidemment en entier, mais là, il s'agit d'extraits vidéo où en fait, qui se nomme Sahara Chronicle, où on voit en fait la diversité des paysages Sahara, donc des paysages également plutôt montagneux et froids, donc désertiques, vides. Et en même temps, elle parle de paysages à travers toute son image vidéographique autour de la route, des routes migratoires à travers les déserts du Sahara. Donc c'est des paysages en fait qui sont plutôt faits de quiétude, d'aucune présence humaine. Et en quelque part, dans l'ensemble de ces vidéos, on voit toute la trace de ces personnes éphémères qui traversent ce paysage pour arriver à une vie plus décente, qui part de leur pays pour tout un tas de raisons, conflits, guerres, etc. Et elle va amener le territoire en fait à travers la déambulation de ces personnes-là. Donc elle révèle que le paysage du Sahara est finalement construit par des mobilités qui sont aussi humaines et politiques, mais pas forcément que naturelles comme on pourrait l'imaginer quand on imagine un paysage désertique, que ce soit plutôt froid ou chaud. Donc finalement, ici, c'est le découlement d'un système globalisé qui amène aussi des populations à quitter leur pays et à traverser des zones extrêmement rudes, que ce soit fraîches ou désertiques en termes de chaleur. Donc c'est un travail qui est plutôt contemplatif et assez intéressant que vous pouvez retrouver sur Internet, Sahara Chronicle, de Ursula Biermann. Bon, évidemment, le travail vidéo, c'est plus intéressant de le voir en mouvement, mais dans le cadre des conférences, c'est pas possible. Donc je vous invite à aller voir ce travail-là, qui est très contemplatif et qui parle
de toutes ces choses-là. Kara Walker, elle travaille sur un théâtre d'ombre. Donc c'est des choses qu'elle va coller un petit peu sur les murs et créer des espèces de figures comme des ombres en fait, qui font référence à des violences liées à l'histoire, entre autres, de l'esclavage et du racisme aux États-Unis. En fait, c'est une forme de réécriture paysagère à travers tout un tas de violences qui ont été effectuées dans le paysage américain, pour le coup. Il y a une bonne référence à la peinture romantique de paysages et critique de l'histoire raciale américaine à travers ces figures qui sont figées par un travail d'ombre. Hein. Et c'est le théâtre d'une histoire qui est politique et qui est aussi raciale, hein, et qui lui permet aussi de mettre en image ces violences-là. Donc ici, le paysage, il n'est pas neutre. Il peut masquer ou révéler, entre autres, des violences historiques et idéologiques. Donc là, je vous en ai mis un exemple de scènes qu'elle considère comme étant des moments violents de l'histoire. Mais il y a tout un travail qu'elle fait sur ces espèces d'ombres qui parlent et qui critiquent en fait ce paysage qui a été quotidien pour toutes ces personnes racisées qui ont subi toute l'histoire de l'esclavage durant cette période-là aux États-Unis. Rebecca Belmore est une artiste qui travaille énormément sur les communautés autochtones des États-Unis et du Canada. Elle crée souvent des performances qui sont très engagées politiquement. Là, vous avez le visuel, donc l'image d'une de ces performances qu'elle a créées en 1991. En fait, 1991, c'est la date. Enfin, pour le Canada, c'était une fête, entre autres, c'est la fête des 500 ans de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et donc, il y avait tout un tas de fêtes qui avaient lieu autour de cette date. Et un petit peu dans une attitude contestataire du fait même que l'arrivée de Christophe Colomb parle de toute une histoire coloniale qui a quand même disséminé les populations autochtones, notamment les Premières Nations, dont elle est descendante par ailleurs. Elle a créé ce grand mégaphone que vous pouvez voir ici, qui est tout travaillé dans des techniques traditionnelles. Donc il y a du bois, il y a beaucoup de cuir d'orignal qui était un animal qui était chassé, qui servait, donc la graisse servait à la conservation des aliments, à la nourriture, la fourrure à créer, confectionner des habits, ou etc. Donc c'est un animal qui est assez symbolique pour les peuples des Premières Nations. Elle a, avec ce cuir, créé des lanières de cuir et toute une iconographie un peu traditionnelle. Et elle va parcourir le Canada pendant une année entière et s'adresser dans ce mégaphone aux populations autochtones, entre autres. Et c'est une espèce de symbolique de l'indifférence, de la reconnaissance de ces peuples-là, même aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est une manière symbolique d'amplifier la voix, hein, d'accroître l'autonomie des peuples autochtones et de les faire entendre. Donc le paysage ici se présente vraiment comme espace de résistance où elle déambule de lieu en lieu, et en termes de symbolique, elle présente ce mégaphone qui, par sa grandeur, parle de ce manque de visibilité et de parole de ces peuples-là. Donc je trouve que c'est un travail qui est assez touchant quand même. Elle a fait pas mal d'autres performances, dont celle-ci. C'est des traductions qui sont toujours en dialecte autochtone, donc je vais pas le lire, mais en anglais ça serait From Inside, qui a été créée en 2017, et c'est une tente qui est faite entièrement en marbre, donc en pierre, qui parle aussi de l'exploration. Mais ici, l'exploration qui n'est plus vraiment une conquête comme ça a pu l'être durant la période coloniale, mais plutôt comme une réappropriation, sachant que la tente pour les peuples autochtones a une symbolique assez forte puisqu'ils vivaient en tente et que c'était des peuples nomades. Bon, c'était certainement pas la tente quechua qu'on peut connaître, évidemment, quoique quechua est aussi en référence aux peuples autochtones d'Amérique du Sud, mais en tout cas,
c'est un clin d'œil à cette tente-là et en même temps à la tente plus contemporaine qu'on peut connaître dans les camps de réfugiés, qui est un petit peu cet habitat de fortune qui permet à des gens dans des situations extrêmement précaires et dramatiques d'avoir un espèce d'abri d'état d'urgence. Voilà, donc une espèce de parallèle entre la situation géopolitique, on va dire, et l'habitat traditionnel des Premières Nations, et puis aussi la matérialité du marbre qui vient contrer tout ce travail de peau, etc., qui est beaucoup plus léger et maniable, puisque, encore une fois, les peuples autochtones étaient des peuples nomades qui allaient dans des endroits très spécifiques comment dire, pour des raisons très spécifiques de nourriture, tout un tas de raisons en fait dans leur mode de vie qui avait une logique bien précise. Et du fait de créer une tente en marbre, c'est une forme de sédentarisation qui a été imposée notamment par la colonisation. Donc je trouve que c'est une pièce qui apporte aussi beaucoup de force dans la question de la manière dont on voit le paysage. À travers cette photographie, je fais référence à un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Coucoum, qui a été écrit par Michel Jean, que si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement. J'ai découvert cet auteur il y a 1 an ou 2. Donc lui aussi, il est descendant de peuples de Premières Nations. Et en fait, dans ce roman, il reprend l'histoire de ses ancêtres, et entre autres, dans Coucoum, c'est l'histoire de son arrière-grand-mère, qui était elle-même irlandaise, immigrée donc aux États-Unis dans le Nouveau Monde, orpheline arrivée bébé, et en fait elle va passer toute sa vie avec des peuples Inuits, donc des Premières Nations, et en découvrir tous les gestes. C'est un livre qui est extrêmement contemplatif, c'est des balades paysagères dans un territoire canadien qui n'est pas encore colonisé. Donc on a une manière de vivre qui est extrêmement proche de la nature, que ce soit dans l'écoute, le visuel ou tous les gestes qui en sont faits avec beaucoup de mesure, dans un équilibre de ne pas trop chasser, tout prendre à la bonne mesure pour créer un équilibre vertueux envers la nature. Et en même temps, il y a une part plus historique où cette arrière-grand-mère, à la fin de sa vie, va voir arriver les premiers trains, les premiers colons, etc., et du coup le renversement, la fin d'un monde pour ces gens-là finalement. Donc il y a une dimension qui est assez dramatique, mais qui est aussi très intéressante à connaître, je trouve. La transformation de ce pays et de ce paysage en quelque part, puisque à un moment donné ils pourront par exemple plus utiliser les chemins qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, un petit peu comme les animaux où on crée des passerelles sur les autoroutes. Ils peuvent plus utiliser les déplacements qu'ils ont de manière naturelle. À un moment donné, ces peuples ne pouvaient plus du tout aller sur d'autres espaces pour continuer leur mode de vie. Et du coup, ce mode de vie va s'arrêter et donner lieu à tout un désastre qu'on peut découvrir dans les autres livres, puisque c'est chronologique, et ça sera sa grand-mère par la suite, etc. Donc j'ai trouvé ça assez poétique. Et cette photographie, c'est l'unique photographie qu'il a de sa grand-mère, donc la plus vieille dame qui a il y a sa mère à droite, et après c'est son arrière-grand-mère qui du coup à la fin de sa vie ne vit plus en forêt. Et ça m'a fait penser du coup à l'infrastructure paysagère, Donc entre autres là c'est le lac Saint-Jean où se passe l'histoire de ce bouquin. Qui, au début du livre, s'appelle Pequakami, c'est le nom traditionnel ancestral, et qui va devenir le lac Saint-Jean par la suite, et qui est un lac que moi je ne connaissais pas du tout visuellement, donc je suis allée le voir sur Internet. Les descriptions paysagères étaient incroyables, donc d'une sauvagerie pas possible. Donc forcément, quand je suis allée voir sur Internet, j'étais un soupçon déçue quand j'ai vu toutes les infrastructures qui ont été mises en place, et en même temps cette espèce de clin d'œil de la vie autochtone avec ces espèces de tipis en béton qui ont quelque chose d'un peu morbide à mes yeux, mais en tout cas qui rappellent un peuple disparu, pour la plupart en tout cas dans leur mode de vie. Et je trouve que c'est intéressant aussi de questionner la mémoire du paysage et de la manière dont on lui rend hommage aussi dans l'évolution des choses
entre autres. Et pour le coup, dans le cadre de ce lac, j'ai trouvé que c'était assez fort. Pour conclure sur cette conférence, du 19e siècle à aujourd'hui, le paysage, comme instance de voyage, connaît en gros, on va dire, 3 grandes formes de mutation. Le voyage métaphysique, du romantisme, le voyage moderne et perceptif qu'on peut voir dans la période impressionniste, et le voyage plus critique et politique à travers les exemples art contemporain d'artistes qui poétisent les paysages qui sont face à nous et en quelque part militent aussi, parce que montrer ces paysages-là, c'est montrer aussi leurs évolutions et comment on aimerait pouvoir les conserver, les voir évoluer de manière vertueuse. Ainsi, le paysage n'est plus simplement ce que l'on traverse, mais il est aussi ce qui nous traverse émotionnellement. Et ça m'a fait penser, au début je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais j'ai eu l'occasion sur les vacances dernières d'aller à Paris voir la dernière exposition du BAL, qui est un lieu que j'affectionne beaucoup. Et c'est un photographe qui s'appelle Guido Guidi, qui est un photographe des années 60, italien. Au début, j'ai pas très bien compris son contenu, son discours, et en fait, il a tendance à photographier des espaces quotidiens, donc des bouts de maison, des routes, somme toute très classiques dans le paysage italien. Et en fait, il travaille énormément sur l'ombre et la lumière. En fait, on se rend compte que ce monsieur passe des heures au même endroit à observer des brindilles d'herbe avec le soleil qui va bouger et créer une différence dans le paysage. Donc, je vous montre par exemple ici une pièce qui était exposée. Bon, il y avait une série d'une dizaine de photos. La toute première, c'était l'ombre du mur qui allait à peu près jusqu'au niveau de la barre métallique. Et en fait, avec les heures, elle diminuait et ça a fini par créer une flèche. Je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir. Donc en fait, en quelque part, toute la poésie de ce monsieur, c'était de regarder le temps qui passe, le paysage quotidien, et à travers des subtilités du type la lumière qui bouge, il arrivait à amener vraiment de la beauté, de l'esthétique dans une image, un mur avec un peu d'eau. Donc j'avais envie de terminer là-dessus, sur le fait que voyager par le regard des paysages du quotidien, c'était quand même relativement important, et c'était une manière de regarder le monde avec beaucoup de lenteur aussi, chose qui aujourd'hui, quand même, il est beaucoup plus difficile de faire. Et ça donne envie d'observer son environnement très lentement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.